Merci pour cette invitation, merci Maud, merci Anaïs. Je voudrais, et merci à vous d'être venus si nombreux. Je voudrais juste apporter quelques petites précisions. J'ai préparé des petites notes là, mais je suis correspondant de Folha de São Paulo à Paris depuis septembre. Je ne suis pas, avant à Folha de São Paulo, j'ai passé par le service culture, par un supplément dominical d'essais, de littérature. J'ai des petits passages par le service politique en 2010, lors de l'élection, la première élection de Dilma, et 2012, lors des élections municipales, notamment de l'élection de Fernando Haddad à São Paulo. Et donc ici, mon travail en tant que correspondant, je dois suivre bien sûr l'actualité et parfois des histoires, produire des reportages sur des événements très spécifiques, bien sûr, de l'actualité politique, sociale, culturelle de la France et des autres pays européens. Mais je dois, bien sûr, comme vous le savez, essayer d'établir des relations avec l'actualité brésilienne, établir des ponts, voir ce qui est similaire, si les enjeux sont les mêmes, si les paradoxes, les dérapages ici et là-bas. Alors, c'est un peu ce regard que je dois garder un œil sur, bien sûr, l'actualité brésilienne pour voir qu'est-ce que je dois, parce que enfin, je suis le seul correspondant full-time du quotidien à présent en Europe. Et vous savez certainement que l'actualité européenne, c'est énorme. Il y a des choses intéressantes et qu'il faut, sur lesquelles il faudrait écrire partout. Donc il faut faire des choix tout le temps et le grand critère, peut-être le plus important, c'est de voir en quoi il y a un dialogue avec le Brésil. Donc bien sûr, à présent, mon regard est très dirigé vers tout ce qui est discussion, tout ce qui est débat et mesures, décisions gouvernementales liées au nationalisme, à l'isolationnisme, au souverainisme, tout ce qui est relent autoritaire, tout ce qui est atteinte aux droits civils, aux droits des minorités. Donc, bien sûr, je regarde le Brexit, je regarde la Hongrie, je regarde la Pologne tout le temps, l'extrême droite, la montée de l'extrême droite un peu partout dans ce continent, et un peu pour essayer de mettre les choses vraiment en relation et voir comment ces questions, ces enjeux sont, avec quelles armes, quelles démarches les sociétés européennes choisissent de traiter ces mouvements. Et donc, oui, pour vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'impasse, qu'est-ce qu'il y a de paradoxe, comme j'ai dit, de dérapage, et peut-être de solutions aussi, parce qu'il n'est pas question exclusivement d'une actualité politique stricte, si on peut dire. Il y a bien sûr des débats écologiques, environnementaux, sur les transports, des solutions dans les villes européennes, dans les pays européens, qui peuvent intéresser aussi au débat public brésilien. Donc c'est toujours ça, regarder un peu le Brésil et l'actualité européenne pour voir vraiment les dialogues qui sont possibles. Et donc, pour entrer peut-être un peu plus directement dans ce qui nous amène là ce soir, comme je vous ai dit, je n'ai pas d'expérience, une grande expérience en couverture politique. J'ai passé 2 fois par le service politique du quotidien, mais enfin, nous avons tous suivi avec beaucoup d'appréhension, bien sûr, tout ce qui a été fait depuis l'élection et même
avant, tout ce qui a été dit, surtout sur les médias, sur la presse, sur l'activité des journalistes pendant la campagne, lors de la transition, et tout ce qui s'est produit aussi depuis 2 semaines. Donc je parle notamment parce que nous savons bien, c'est un leader, c'est un groupe politique très peu rompu à l'exercice du pouvoir, très hostile à cette idée d'être scruté par la presse et la société civile en permanence. Ils n'ont pas l'habitude de répondre à des questions, d'être coincés à répondre, à se prononcer, enfin d'être questionnés tout le temps. Et donc, on rappelle ce qui a été dit sur les journaux qui devraient disparaître après les élections, aussi ce qui a été fait avec des journalistes, avec des collègues de différents médias, toutes sortes de menaces ou même de poursuites judiciaires, ces cris de fake news importés de Trump, des États-Unis, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne convient pas, qui ne plaît pas, est dénoncé comme fake news, comme un Fox, comme vous dites ici en France. Et donc après, on a vu, lors de son élection même de Bolsonaro, une partie de la presse a été interdite d'accéder à cette première conférence, et on a choisi quelques journalistes comme ça. Lors de l'investiture, on a aussi déploré le traitement qui a été réservé aux journalistes brésiliens et étrangers. On a mis les journalistes dans une toute petite salle sans rien pendant des heures, je ne sais pas, 8 heures, 10 heures en attendant, sans nourriture, sans eau, sans chaise, sans toilette. C'était... Et donc, on se demande, oui, qu'est-ce que cela annonce en ce qui concerne, pas que, bien sûr, il ne faut pas être corporativiste, pas que le traitement des médias, mais enfin, les rapports sociaux. Et donc, je voudrais juste déjà ajouter, peut-être je passe déjà un peu devant, mais je pense que, bien sûr, les journalistes, dans le milieu journalistique au Brésil, un phénomène similaire à celui qui s'était produit lors de l'élection de Trump aux États-Unis, s'est produit bien sûr au Brésil en octobre passé, mais comment on n'a pas pu voir ça, cette onde, ce raz-de-marée, c'est un truc une déferlante qui s'est abattue sur la société brésilienne. Et donc, et quelle réponse apporter à ça et aux menaces qui commencent à se multiplier, vraiment ces relents autoritaires que l'on voit depuis quelques mois. Donc je crois que si vraiment... Oui, je vais finir très bientôt. Je pense que la grande critique qui peut être faite et qu'on se fait entre nous et qu'on déplore vraiment, c'est de ne pas avoir vu ça, de ne pas avoir identifié les personnages de l'entourage de Bolsonaro, ne pas avoir vu qu'ils étaient suivis par des milliers de personnes, qu'ils avaient des milliers, voire millions de likes, de followers, que ces vidéos sur YouTube faisaient un carton, que Olavo de Carvalho était un best-seller déjà dans les maisons, dans le milieu éditorial brésilien. Donc il y avait vraiment un réseau, et aussi la force des réseaux religieux, bien sûr. Donc il y avait vraiment une articulation et des personnages qu'on aurait dû et qu'on aurait pu certainement
identifié avant, repéré et déjà scruté, investigué pour voir où ça pourrait donner. Hein. Vraiment, c'est ça que je regrette et je pense que beaucoup de mes collègues au Brésil aussi. On a sous-estimé, je vais finir tout de suite, on a sous-estimé son pouvoir vraiment d'emporter l'élection. On était peut-être un peu encore pris par cette dichotomie, cette pensée binaire de PT, PSDB, une certaine social-démocratie brésilienne qui a été toujours, qui a toujours donné les cartes. On n'a pas vu que derrière ça, il y avait, que cela s'effondrait pour donner quelque chose d'autre, pour que quelque chose complètement différent et inédit surgisse dans l'horizon. Donc c'est à peu près ça. Merci.